Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette émission du Crédit Coopératif, émission qui s'intitule Décryptage, l'essentiel de 2025 et qui a pour objectif de vous apporter les clés de compréhension afin de pouvoir exercer votre droit de vote lors de l'Assemblée générale du 28 mai prochain à Paris. Un droit de vote qui est associé à votre statut de sociétaire. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérôme Sadier, président du conseil d'administration du Crédit Coopératif. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Pascal Pouillet, vous êtes le directeur général du groupe Crédit Coopératif. Bonjour. Nicolas Bonlieu, vous êtes client sociétaire à titre personne morale et secrétaire général de l'association Basiliade. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Et Florence Schall, vous êtes cliente sociétaire à titre particulier. Tout à fait. Alors Nicolas Bonlieu et Florence Schall, vous allez pouvoir vous exprimer tout au long de l'émission et votre présence aujourd'hui, elle illustre bien cette volonté d'avoir une émission qui soit participative, interactive, de proximité avec vous, chers sociétaires. Ça nous tenait à cœur vraiment lorsqu'on a préparé cette émission. Et vous ne serez pas les seuls à poser des questions puisque d'autres sociétaires ont enregistré en amont des questions à votre intention, Pascal Pouillet ou Jérôme Sadier. Alors cette émission va être diffusée en 3 parties. Une première partie qui s'intitule « Les temps forts de l'année 2025 » qui ont marqué donc l'actualité de votre banque. Nous poursuivrons ensuite par les résultats chiffrés de l'année écoulée, en prévision de l'approbation des comptes par l'Assemblée générale. Et puis ensuite, on reviendra sur cette Assemblée générale, sur la façon d'exercer votre droit de vote et sur les résolutions. Mais tout de suite, je vous donne quand même quelques petites informations relatives justement à votre droit de vote, donc en vue de cette AG du 28 mai. Si vous votez par courrier, vous avez jusqu'au 25 mai, nous prendrons en compte les votes qui arriveront jusqu'au 25 mai, ici même, au Crédit Coopératif. Et puis, si vous votez en ligne, vous avez jusqu'au mercredi 27 mai, 15h précisément, pour voter. Mais on y reviendra tout à l'heure. Place tout de suite à la première partie de cette émission, à savoir les temps forts de la banque en 2025. Et je vous propose de regarder une courte vidéo sur le développement de la banque au cours de l'année précédente. Alors Pascal Pouillet, en tant que directeur général du groupe Crédit Coopératif, qu'est-ce que vous retenez de cette année 2025 ? Bonjour à tous et tous. Je suis déjà très heureux qu'on prenne ce temps ensemble pour préparer ce qui est un grand moment de notre vie coopérative, qui est l'Assemblée générale. L'année 2025, on l'a vu et on le sait tous, a été une année qui était parfois difficile. Je pense au secteur de l'économie sociale, je pense à la culture, je pense au sanitaire et social, je pense à certains de nos clients industriels. Dans cet environnement-là, nous avons été présents, nous avons répondu présent, avec des crédits de trésorerie, avec des crédits d'accompagnement, avec des crédits d'investissement moyen long terme pour permettre à chacun de nos clients de se transformer, d'accompagner une transition et de répondre au mieux. Et on a quelque part vraiment poursuivi notre plan stratégique pour proposer un modèle différent et affirmer qu'une autre banque est possible. Même question pour vous, Jérôme Sadier, en tant que président du conseil d'administration du Crédit Coopératif. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'aurai un angle différent, complémentaire à celui de Pascal. Je vous remercie de participer
à ces échanges, même à distance ou virtuellement. Moi, ce que je retiens de cette année, c'est que nous sommes rentrés dans un monde qui est un peu plus incertain que les années précédentes, à vrai dire. Et l'incertitude est déjà jamais très bonne pour faire des projets personnels ou professionnels. Et puis au-delà de ça, on est rentré dans un monde qui apparaît comme étant plus violent, on est rentré dans une guerre économique, voire dans un système de prédation qui fragilise en fait ce qui originellement fait la particularité du crédit coopératif et notamment d'axer son action sur la transition écologique qui semble un peu passer en second plan. Nous, ce que nous avons décidé, c'est de ne rien lâcher parce que nous sommes persuadés que nous avons besoin de cette transition écologique, entre autres choses, et nous essayons de faire en sorte que nos clients ne soient pas perturbés par le contexte général. Donc ça veut dire que nous continuons à les accompagner avec l'expertise qui est la nôtre, qu'on essaie de renforcer dans certains secteurs, de faire évoluer la qualité, de faire évoluer notre offre, nos services, évidemment, pour que nos clients, qui sont nos sociétaires par ailleurs, soient toujours aussi à l'aise dans la coopérative qui est la nôtre, soient solidaires des projets des uns des autres. Et puis, nous avons démontré dans cette année 2025 que la banque est résiliente. Nous allons revenir tout à l'heure sur la question des résultats. Ils sont bons pour cette année 2025. Nous faisons en sorte néanmoins que ça corresponde à une évolution progressive de notre modèle, parce que le monde change autour de nous. Et pour autant, on ne renie pas nos principes ni nos valeurs. C'est toujours un exercice d'équilibre que nous essayons de tenir. Alors, Jérôme Saadier vient de dire renforcer vos expertises. On l'a vu dans la vidéo d'introduction. Également développer de nouvelles expertises au sein du crédit coopératif pour renforcer vos capacités d'intervention. Création de 2 nouvelles banques, finalement, à impact. Pourquoi et quelle est l'ambition derrière cela, Pascal Pouillet? Jérôme Saadier l'a dit, on est rentré dans un environnement qui est plus incertain et dans lequel on a à affirmer ce que nous sommes et la manière dont nous pouvons le porter. Le plan stratégique pour 2030, 100% engagé, est un plan qui est extrêmement ambitieux et qui vise justement à répondre à ce besoin de développement de la banque, d'affirmation de ce qu'elle est et de développement de ses expertises notamment. Dans le cadre de ce développement des expertises, on a souhaité développer vraiment 2 éléments importants. Le premier qui concerne la banque d'affaires à impact, qui s'adresse aux clients de taille importante, que ce soit des grosses structures de l'économie sociale, que ce soit des grands clients, je pense au commerce, je pense à l'industrie, aux grands acteurs que nous pouvons accompagner pour leur apporter des réponses vraiment dans leur transition, dans la manière dont on les accompagne dans leur transition. C'est être capable de travailler sur des financements plus importants qu'on peut organiser. On parle de syndication avec plusieurs banques. C'est travailler avec une salle des marchés pour apporter des réponses aux problématiques de variation des taux. On voit que l'instabilité dont on parlait, elle amène parfois des grosses variations de taux. On a des réponses pour être capable de se protéger contre ces variations-là. Ceux qui opèrent à l'international pour être capable de répondre par des couvertures sur des devises, par exemple. C'est aussi d'avoir des expertises sur les énergies renouvelables. C'est d'apporter l'ensemble de ces réponses-là aux besoins de nos clients avec une autre manière de le faire en étant attentif à la protection et à l'engagement de chacun de ces clients-là par rapport au développement de nos territoires et à nos valeurs. Le deuxième, c'est la banque privée. Nous avions une réponse qui était pour les personnes morales et pour les personnes physiques, mais on n'a quelque part pas le pont entre les deux. Ce qu'on a voulu construire comme réponse, c'est de dire que les clients qui ont travaillé, qui se sont développés avec nous, qu'on a accompagnés durant leur carrière professionnelle, on puisse leur apporter la même réponse pour leur propre patrimoine et faire en sorte qu'ils aient des outils qui permettent de continuer le travail avec nous et donc une réponse pour leur propre patrimoine et faire en sorte que quelque part, ils puissent placer leurs avoirs dans le même état d'esprit et surtout qu'on travaille à perpétuer quelque part le travail qui a été fait, typiquement en accompagnant de la reprise d'entreprise, en accompagnant des secteurs de ce type-là. Donc vraiment une réponse spécifique, c'est pour ça qu'on l'a appelé à impact et donc d'avoir une banque privée qui réponde à ces besoins-là et donc des expertises, des offres. Et ça vient tout à fait en complément avec ce que nous sommes, que ce soit SFIN sur le financement, et on y reviendra, en haut de bilan des structures d'économie sociale, ou que ce soit Ecofi avec des placements qui sont particulièrement engagés. Vous êtes satisfait déjà de l'accueil de ces 2 banques à impact auprès de votre clientèle? On est très satisfait dans les 2 cas. On l'a vu dans l'animation, on a des bons résultats, à la fois sur la banque d'affaires impact avec une réponse de bon niveau, et l'environnement a été malheureusement porteur, mais il a été porteur, on a apporté des bonnes réponses. Et sur la banque privée, oui, on a une réponse qui est de bon niveau là aussi, avec une attention de nos clients et des
des premiers résultats très significatifs. Alors, on a également vu que vous avez conclu un partenariat stratégique avec le lancement de Bank for the Planet, qui permet d'agir pour le climat au quotidien avec son argent. Est-ce que vous pouvez nous redonner les éléments de contexte de ce partenariat ? Banque engagée, on a voulu travailler avec des partenaires et voir qui pouvait être avec nous parce qu'on pense véritablement qu'on est plus fort en étant à plusieurs et en portant des engagements. Et typiquement, Team for the Planet, qui est une entreprise à mission qui investit dans le capital d'entreprise, qui ont un impact positif pour le climat, nous semblait vraiment répondre à ce besoin-là avec des particuliers et quelques personnes morales qui investissent dans des entreprises qui ont un impact extrêmement positif pour la transition climatique. Et donc, on a souhaité nouer un partenariat avec eux, faire en sorte que nous ayons une offre bancaire qui soit de la même manière engagée, qui permette d'accompagner leur mouvement, de le renforcer et de travailler sur une banque for the Planet, donc qui est une réponse bancaire engagée pour la transition environnementale. Pascal et Jérôme, je vous propose qu'on écoute la toute première question d'un sociétaire et c'est une question qui a été posée en vidéo et c'est Michel qui ouvre le bal. Dans ce monde concurrentiel, dans ce monde aujourd'hui aussi difficile à vivre et aussi instable, comment allons-nous pouvoir continuer à nous développer tout en maintenant nos valeurs telles qu'elles sont ? Jérôme Sadier. Oui, c'est pas si facile que ça de répondre à la question parce que on peut pas dire que le contexte général soit favorable aux principes, aux valeurs qu'on défend, on va dire. Mais ce que j'ai envie de dire à Michel, et il le sait parce qu'on a déjà pas mal parlé en fait, mais moi, je pense que c'est aussi dans l'adversité qu'on vérifie la validité de ces principes. Voilà. Et peut-être qu'on a besoin d'ailleurs de cette adversité pour se réveiller aussi un petit peu et pour réfléchir à la façon d'incarner différemment nos principes dans un monde qui de toute façon est en train de changer. Et d'ailleurs, en fait, avant même qu'on soit dans ce monde dangereux et très très incertain dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec Pascal, nous avions lancé il y a bientôt 3 ans une réflexion sur le fait de savoir comment, dans un monde qui, à l'époque, semblait au contraire aller vers nos valeurs, comment on allait pouvoir continuer à se distinguer, en fait. Bon, là, du coup, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé, mais ça n'empêche pas que l'interrogation de départ était toujours valable, à vrai dire. Et donc, moi, je crois vraiment qu'il faut tenir ferme sur ce que nous sommes, faire en sorte, par contre, d'incarner mieux les valeurs et les principes qu'on prétend mettre en œuvre. Parce qu'on a beaucoup de concurrents, évidemment, qui disent à peu près la même chose que nous. Je ne suis pas tout à fait certain qu'ils fassent la même chose que nous. Parce que je continue de penser que nous sommes la seule banque qui affirme publiquement ses choix et qui, d'ailleurs, en débat aussi avec ses sociétaires. Il y a des secteurs dans lesquels nous ne voulons pas agir parce qu'ils ne contribuent pas à la transition que nous espérons, que nous appelons de nos voeux et dont nous essayons d'être des acteurs. Donc nous sommes la seule banque à l'assumer de manière systémique. Certaines le font de manière, comment on peut dire, homéopathique, mais nous, c'est de manière systémique et donc nous le faisons ouvertement avec des choix qui, par ailleurs, conditionnent la façon dont nos clients déposent de l'argent chez nous. Ça, c'est dans aucune autre banque que c'est comme ça que ça se passe. Et donc, je pense que nous avons besoin d'incarner mieux la façon dont nous mettons en œuvre ces principes ou ces valeurs, selon comment on les appelle, et que tout ça soit au sein de la coopérative un vrai objet de débat. Et d'ailleurs, nos sociétaires vous allez entendre parler des échanges que nous avons déjà depuis un petit moment, et nous allons vous solliciter et vous prendre à témoin d'ailleurs d'un certain nombre de choses pour la réaffirmation de nos engagements. Et sur le long terme, nous allons lancer bientôt un comité de prospective coopérative qui va nous permettre d'entretenir la façon dont nous allons décliner ce que moi j'appelle une vision globale, parce qu'on a aujourd'hui, dans ce qu'on a appelé nous notre doctrine d'engagement, mais c'est pas le bon terme, en fait, tout ce qui fait qu'on a fait des choix, en fait, c'est beaucoup d'empilement, de superposition de choses, mais la cohérence globale, à vrai dire, elle n'était pas tout à fait écrite. Donc on va faire en sorte d'affirmer une vision globale, à la suite de quoi on pourra mieux expliciter encore nos choix et par ailleurs en faire des nouveaux. Parce que c'est ça aussi le sujet, dans un monde qui a changé. Parfois la réglementation nous a rattrapés, et d'ailleurs tant mieux, sur certains sujets. On a des concurrents qui veulent faire comme nous, tant mieux, à condition qu'on sache aussi faire d'autres choses nouvelles. Donc on va se remettre à être puni sur certains autres sujets sans rien d'abandonner du reste. Et par contre, en essayant d'être tout aussi performant sur le plan opérationnel, sur le plan financier, parce que moi, je veux que le crédit coopératif démontre, sans doute pas tout seul, mais qu'il est possible de faire ces choix-là, d'avoir ces engagements-là, tout en étant parfaitement rentable, en pouvant dégager de la valeur. Et comme nous sommes au sein d'une coopérative, par ailleurs, je rappelle à nos sociétaires qu'ils ont tout intérêt à renforcer la coopérative parce que nous partageons la valeur entre nous. Et nous avons, je vais y revenir tout à l'heure, mais un taux de redistribution de la valeur créée avec nos sociétaires qui, je crois,
très, très original dans le monde bancaire. Donc dégager de la valeur en restant ancré dans ses valeurs, en C'est tout l'enjeu. cas. C'est l'enjeu. On a une deuxième question d'un sociétaire en vidéo. Cette fois-ci, c'est Marie-Madeleine. Aujourd'hui, donc, les collectivités locales se trouvent restreintes dans leur crédit par les financements d'État. Et donc la question que je me pose au sein du crédit coopératif, c'est quel outil particulier en termes de prêt il serait possible en fait de créer pour résoudre en fait, cette situation que nous espérons temporaire de difficultés associatives accrues. Un vrai sujet donc pour le monde associatif, la Pascale Paulier. C'est un vrai sujet. Je sais l'intention qu'a Marie-Madeleine à ces sujets-là et l'engagement qu'elle porte. C'est un point majeur. C'est-à-dire que le secteur associatif dans la société française a un rôle extraordinaire de complément de l'action de l'État et de prolongation quelque part dans le secteur culturel, dans le secteur sanitaire et social, dans la santé. Et il a un rôle primordial pour ce qui est quelque part le bien vivre dans nos territoires et ce qui est notre contrat social. Dans ce cadre-là, un certain nombre de structures sont soutenues bien évidemment par les pouvoirs publics pour leur permettre de remplir leur mission. Et c'est fondamental pour qu'on puisse continuer à bien fonctionner. On a vu, par les restrictions de budget à tous les échelons, des arrêts de subventions pour des décisions politiques dans certains cas, pour des décisions financières dans d'autres, et malheureusement assez souvent des décalages de subventions qui peuvent amener des vraies tensions sur les trésoreries des associations. En parallèle de ça, certaines structures ont été mises à mal ou mises en difficulté en tout état de cause par l'augmentation de leurs charges, alors que leurs recettes sont contraintes par des prix qui sont fixés, et donc il faut apporter des réponses. On n'a pas de réponse magique à apporter. Ce n'est pas le rôle du banquier de se substituer aux subventions, on ne le peut pas. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est bien évidemment accompagner l'engagement de nos clients, et c'est ce que l'on fait avec la gamme Agir. Et typiquement, nos clients qui sont clients particuliers, qui ont des livrets Agir, partagent leurs intérêts dans la gamme Agir. Et sur l'année 2025, c'est plus de 6 millions d'euros de dons qui auront été donnés à des associations. Et je crois que c'est un point important, qui ne sont pas fléchés sur des projets, qui sont vraiment des dons, qui leur servent à exercer leurs fonctions et à répondre à leurs besoins. Le deuxième sujet, c'est toute notre expertise dans la mobilisation de subventions, faire en sorte que lorsqu'il y a une décision d'octroi de subvention, on soit en capacité de le mobiliser, de permettre à l'association d'avoir plus rapidement les fonds et d'avoir une écoute attentive à ce que sont leurs cycles de trésorerie et d'avoir quelque part une réponse qui est, je pense, très singulière à leurs besoins. Donc pas forcément de nouveaux outils, mais en tout cas... c'est poursuivre ce que l'on fait, déjà. accentuer, être présent, avoir des conseillers qui, au cœur des territoires, sont vraiment à l'écoute de leurs besoins. Alors, on a également vu dans cette première vidéo de rétrospective 2025 le club des zéros, 0 pour 0 euros. C'est une offre qui s'adresse aux jeunes. Et deux sociétaires ont souhaité également s'exprimer sur ce sujet et vous poser des questions. On les écoute. On vit une crise notamment majeure sur le logement, puisque 2,7 millions de personnes sont mal logées sur le territoire national. Comment finalement le crédit coopératif peut avoir des actions à la fois auprès des associations, mais aussi les organismes HLM pour produire de plus en plus du logement social qui est à la fois nécessaire à l'ensemble de la population, mais en ce qui me concerne au niveau des jeunes où c'est effectivement primordial. Jérôme, Pascal, vous avez déjà entendu cette question, mais c'est vrai qu'avec le bilan du Crédit Coop et toutes les preuves qui s'accumulent, comment on va encore un peu plus loin sur les jeunes ? Donc la jeunesse, Pascal, comment on l'accompagne la jeunesse et le logement social, c'est deux très beaux sujets. Commençons par le logement social. C'est vrai que le logement social a quand même été très chahuté depuis quelques années par des mesures qui ont fragilisé ses ressources. Je pense à la réduction du loyer solidaire. Ça a été des actions qui ont vraiment secoué, avec la hausse des taux, l'environnement du logement social. Pendant tout ce temps, on a continué de le soutenir. On a continué à financer, on a continué à accompagner, on a continué à flécher des ressources pour financer le logement social. Et ce sont un peu plus de 1000 clients qui sont accompagnés, des structures de logement social sous forme de sociétés coopératives de HLM. C'est des sociétés d'économie mixte où on travaille en partenariat avec des collectivités. Ce sont des bailleurs sociaux, bien évidemment. Et à ce millier de clients, on a octroyé au total en encours plus d'1 milliard, c'est 1,1 milliard d'euros qui sont dans les livres du Crédit Coopératif
pour accompagner la création de logements sociaux, pour permettre cet élément-là. C'est un point, là encore, un élément important du vivre ensemble, de ce qui est quelque part l'ADN du crédit coopératif. On a besoin de logements sociaux, on a besoin de logements sociaux au cœur des villes. C'est un facteur de mixité sociale important. On accompagne bien évidemment aussi la rénovation. On en a parlé, la rénovation du parc de logement social, la rénovation des logements de nos clients. Et on a l'ambition dans notre plan stratégique de flécher une part de plus en plus importante de nos crédits pour accompagner la transition. On le verra, c'est l'ENR. C'est aussi bien évidemment la rénovation. C'est en 2025, 369 millions d'euros de crédits qui auront été versés, 150 millions de plus qu'en 2024. Donc on veut vraiment accentuer cette transition-là. C'est une belle accélération. C'est un point vraiment important. Voilà. On a fait aussi une volonté d'accompagner de manière plus importante celles et ceux qui rénovent leur logement. Parce que quelque part, on ne s'y retrouve pas toujours. Et on a voulu nous marquer notre engagement. Et on a engagé une bonification des crédits pour nos clients particuliers qui rénovent leur logement. Et celles et ceux qui permettent de gagner 2 lettres qui passent par exemple de G à E. On leur permet d'avoir une bonification de taux d'intérêt de 0,30%. Donc on fait un effort significatif sur la réduction du taux pour leur permettre de l'accompagner et c'est un point important. Et alors pour les jeunes ? Et pour les jeunes, c'est un prêt à taux zéro jeune qui est destiné aux emprunteurs éligibles au prêt à taux zéro, qui ont moins de 36 ans, c'est 0%, qui peut aller jusqu'à 20 000 euros. Donc on accompagne bien évidemment tout cela. Et puis, Florence, vous aviez une question Oui, quelle part les jeunes occupent parmi les sociétaires du crédit coopératif? Moins de 36 ans, du coup. Allez, moins de 36 ans, je ne sais pas. C'est vrai que sur les jeunes, on a une attention particulière aux jeunes parce que je crois qu'ils ont une vraie adhésion à ce que l'on porte en termes de messages pour la transition environnementale. On l'a vu avec Team Force the Planet, c'est vraiment une population qui a une attention particulière et on veut faire en sorte qu'ils soient sociétaires. C'est de l'ordre d'un tiers aujourd'hui qui sont sociétaires. On n'est pas encore à ce que l'on veut faire, on voudrait qu'on en ait au moins la moitié. Donc on a un peu plus sur les plus seniors, on fait un vrai travail pour les accompagner. Et je crois que pour répondre à Jean-Sébastien, on a une vraie gamme de produits solidaires, on a une vraie gamme de produits qui sont engagés et on voit que leur attention dans la gamme Agir sur toutes les associations qui s'engagent pour la transition environnementale, pour la planète, on a une vraie réponse à leur apporter. Je crois qu'on a quelque chose de très différenciant en ayant un marqueur par rapport à nos produits. Et alors comment les capter encore plus si vous n'êtes pas tout à fait satisfait aujourd'hui de ce qu'ils représentent au sein de la banque? C'est aussi de l'explication, c'est aussi de faire en sorte qu'on soit capable d'expliquer ce qu'est une banque, qu'une banque elle collecte et qu'elle prête et qu'une banque s'engage à dire il y a des choses que je finance, il y a des choses que je ne finance pas. C'est une vraie différence et que dans ce que je finance, il y a bien évidemment une volonté en 2030 d'avoir plus de 30% de ce que nous finançons qui est engagé pour la transition. Je crois que ce message-là, c'est un vrai message d'explication, de pédagogie et il faut le porter. C'est comme ça qu'on transformera les choses. Nicolas Bondieu, en tant que secrétaire général de l'association Basiliade, vous souhaitez réagir justement sur ces sujets associatifs, logement social et jeunesse? Absolument, oui. Basiliade, l'association Basiliade accompagne et héberge des personnes en précarité, parfois malades, dans différents dispositifs, notamment des dispositifs médico-sociaux, dont des centres d'hébergement d'urgence. C'est une association à l'échelle nationale? Une association à l'échelle nationale qui est implantée à Paris, à Lyon et à Bourg-en-Bresse. Et la sortie de nos dispositifs, les sorties les plus positives sont vers le logement social, puisque nos bénéficiaires, la Basiliade ne constitue qu'une étape dans le parcours vers l'autonomie de nos bénéficiaires. Et donc, d'entendre que le crédit coopératif soutient et s'engage auprès des acteurs du logement social, c'est une bonne nouvelle pour Basiliade, mais surtout pour nos bénéficiaires qui attendent souvent longtemps de trouver un hébergement et un logement pérenne, un logement social. Donc Basiliade est alignée en étant au sein du crédit coopératif? Complètement alignée et les actions entreprises par le crédit coopératif sont dans la droite ligne de nos missions que nous menons depuis maintenant plus de 30 ans. Florence Schall, vous vouliez poser une question pour aller encore plus loin justement sur cette dimension transition environnementale. Tout à fait, parce que de plus en plus de banques se vantent et s'orientent vers la transition environnementale, en tout cas essayent. Je me demandais, oui, tout à l'heure. Tout à fait, et je me demandais concrètement quels sont en quoi le crédit coopératif va-t-il plus loin, quelles sont les différences avec les autres banques, et puis s'il y a des domaines aujourd'hui où vous êtes plus exigeants que les autres acteurs de la banque, voire des domaines dans lesquels vous n'êtes pas encore parfaitement performants et qui vont faire l'objet de vos efforts. Merci de cette question-là parce qu'elle marque vraiment ce que l'on veut faire. Quand on a mesuré l'empreinte carbone
du portefeuille de crédit, du crédit coopératif, on a eu une empreinte carbone qui était 4 fois plus faible que la moyenne des autres banques. C'est vraiment un marqueur fort. Ça veut dire que les choix que nous avons faits depuis des années et des années, parce qu'un crédit dans un bilan d'une banque qui dure la durée d'un crédit, 9 ans, 10 ans, 15 ans, donc c'est un travail de longue haleine, et donc ce stock de crédit, il est beaucoup moins carboné parce qu'on a exclu des secteurs. On a exclu l'extraction pétrolière, on a exclu l'industrie des engrais chimiques, on a travaillé de cette manière-là pour faire en sorte que les financements que nous octroyons, ils soient vraiment moins carbonés et que de plus en plus, ils facilitent au contraire la transition environnementale. Ce n'est pas la même chose qu'une néobanque. Un certain nombre de néobanques ne portent pas dans leur bilan parce qu'elles n'ont pas de bilan. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous portons bien dans notre bilan. C'est que l'argent de nos clients, il est dans les livres, dans le bilan de la banque, et c'est cet argent-là qui nous permet de financer. Et donc, c'est bien ce que l'on mesure, c'est bien ce que l'on choisit de faire ou de ne pas faire qui montre notre différence et ce qui nous permet d'aller plus loin. Ça ne doit pas se traduire simplement par des exclusions. On a beaucoup travaillé pendant un temps, Jérôme le disait dans son propos liminaire, en disant on ne veut pas faire ça, ça et ça. Déjà, c'est une vraie différence avec certains qui disent il n'y a pas de différence et je veux tout financer. Nous, on dit ce qu'on veut pas financer. Et là, on veut dire de plus en plus ce que l'on veut aussi financer. Et on veut mettre l'accent sur la transition environnementale. On s'est fixé 30% en 2030. Et quand je prends la photo à la fin de l'année 2025, c'est 15,8% les crédits des entreprises, 2 fois plus que l'année d'avant. Et c'est 6,3% des prêts aux particuliers qui sont vraiment orientés vers la transition, soit des économies d'énergie, soit de la production d'énergie renouvelable. Donc vraiment, aller plus loin que le marché pour qu'on soit un acteur reconnu dans la transition, et c'est un point important. Et donc ce que vous dites, quand vous ne voulez pas fonctionner uniquement que par exclusion, ça signifie aussi être prêt à accompagner des acteurs qui sont un peu imparfaits aujourd'hui, mais qui ont une véritable marche à faire pour devenir plus vertueux alors. C'est être à leur côté. C'est être à leur côté parce que si on ne prend que ceux qui sont déjà parfaits, c'est plus facile, mais je pense qu'on a moins d'impact. Par contre, de se dire qu'on est capable d'accompagner une entreprise qui va transformer un four au gaz dans un four électrique qui consomme 40% de moins et qui du coup va passer d'une émission carbone importante à une émission carbone quasiment nulle au regard de la production électrique française, c'est un point important. C'est des petits financements comme ça qui au quotidien permettent de transformer les choses. Dans le commerce associé, dans l'industrie, c'est des ombrières sur les parkings, c'est toutes ces petites actions qui permettent de faire les choses. Et puis, c'est d'avoir une vraie expertise, je parlais tout à l'heure de la banque d'affaires Impact, qui nous permet de financer là des grandes structures, par exemple de production d'énergie photovoltaïque. Et là, on a quelque chose à faire et d'être un acteur reconnu aujourd'hui de ces financements-là. Très bien. Ça a répondu à votre question, Très bien, Florence. tout à fait. Merci. Alors, je vous propose que l'on continue à détailler les temps forts de l'année 2025. Et cette fois-ci, en vidéo, on va voir ce qui a marqué l'année 2025 en termes d'engagement, de coopération et de sociétariat. La signature de cette charte LGBT+, avec l'association L'Autre Cercle, c'est vraiment une étape supplémentaire pour le crédit coopératif qui marque son engagement en faveur d'un environnement de travail inclusif et ouvert à toutes les diversités.
Jérôme Sadier, je le rappelle, vous êtes président du conseil d'administration et à ce titre, vous représentez les sociétaires du crédit coopératif qui détiennent 100% de la banque en souscrivant des parts sociales. C'est le modèle coopératif. Je vais vous laisser la parole, mais à travers la question de 3 sociétaires qui s'expriment en vidéo. En 3 mots, quelle est votre définition d'une banque coopérative ? Dans un monde bancaire en pleine évolution, notamment évolution digitale, en quoi les valeurs coopératives et la force du sociétariat est un élément différenciant pour le développement du crédit coopératif. Comment faites-vous vivre la proximité coopérative? Comment alimenter cette vie coopérative par les territoires? Donc d'abord en 3 mots, la définition d'une banque coopérative. 3 mots, Jérôme, et puis après vous détaillerez un petit peu plus. J'essaie de respecter la commande. Donc en 3 mots, d'abord la proximité. Je peux dire pourquoi quand même, non? Oui, mais vous allez être très bien. Bon, la proximité, la propriété et la démocratie. La proximité parce qu'en fait, les personnes qui nous ont créés et qui continuent à justifier notre existence ont besoin de cette proximité avec leur banque pour répondre à leurs besoins. C'est pour ça que nous avons été créés, pour répondre aux besoins de familles coopératives. La propriété parce qu'en fait, les personnes qui nous ont créés et celles qui continuent à nous entretenir aujourd'hui dans notre mission ont décidé que le capital serait celui d'une coopérative, à savoir qu'il n'y a que des parts sociales, qu'elles ne sont pas négociables sur les marchés, qu'elles ne sont pas liquides non plus, on ne peut pas les échanger avec n'importe qui. Si quelqu'un n'en veut plus, c'est la banque qui les rachète, et elles gardent toujours la même valeur, et ça fonde une propriété collective. Et le 3e mot, c'est la démocratie, parce que pour régler du coup nos affaires, dans une propriété collective, la meilleure façon de le faire, c'est la démocratie. Et donc c'est pour ça que nous avons des assemblées générales de l'ensemble de nos sociétaires qui, quel que soit le taux de détention de leur part sociale, vont décider tous ensemble à égalité de ce que nous devons faire de la banque. Alors les autres questions, c'était donc comment vous vous différenciez justement à travers ce modèle coopératif et puis comment vous faites vivre cette proximité dont vous parliez et qui fait partie de la définition de la banque coopérative. D'abord, il y a d'autres banques coopératives en France. Je dirais même que la plupart des banques connues en France, pas toutes, sont coopératives et même que la majorité du marché de la banque dite de détail, celle qui s'adresse aux particuliers, vous et moi, ou aux entreprises ou aux associations aussi d'ailleurs, ce sont des banques coopératives. Nous, on a une particularité qui est peu connue, c'est qu'on est la seule banque coopérative nationale. Les autres sont des fédérations de caisses régionales ou de banques régionales. Nous avons été créés par des familles de coopératives au niveau national et nous avons fait le chemin inverse. Nous avons fait en sorte de construire une proximité territoriale à partir des lieux où nous sommes déjà implantés et à partir des parties constitutives de la coopérative bancaire qui est la nôtre, puisque nous avons été créés par des familles qui avaient des fédérations professionnels, des mouvements de coopératives, des réseaux associatifs. Et c'est avec ces grandes familles que nous avons construit, y compris au niveau territorial, la capacité à échanger avec nos sociétaires, échanger avec des prospects, échanger avec les collectivités territoriales et les financeurs de ces associations, de construire des réponses avec tous ces secteurs d'activité qui sont représentés dans le crédit coopératif. Donc il y a une proximité territoriale qui n'est pas de même nature que les caisses ou les banques régionales de nos concurrents, mais il y a aussi une proximité que je qualifierais d'affinitaire, parce que nous avons, en fait, le crédit coopératif, c'est la construction progressive par segments affinitaires qui se sont agrégés au sein du crédit coopératif. Ça, c'est pour les personnes morales. Et puis ensuite, les particuliers sont arrivés au crédit coopératif, attirés par les choix que nous avions faits avec les personnes morales à l'origine d'ailleurs. Et donc cette proximité-là, elle ne vit pas que dans un réseau physique d'agences, elle vit par des réseaux qui constituent et qui entretiennent et qui font le crédit coopératif. Et puis c'est de proximité par les valeurs. Et ça compte aussi beaucoup, en fait, de partager quelque chose de fort avec des gens qui n'ont pas besoin de s'exprimer nécessairement dans le fait de pousser la porte d'un guichet. Mais on sait qu'on partage quand même des choses essentielles entre nous. Je crois que ce n'est pas la moins mauvaise des proximités. Alors justement, Florence, est-ce que c'est dans ces valeurs et dans cette proximité que vous êtes devenue justement, vous, une cliente à titre particulier ? Tout à fait, bien sûr. Ce sont ces valeurs qui ont fait que j'ai poussé la porte du crédit coopératif. C'était à l'occasion d'un accident de la vie. Je me suis retrouvée à vendre un bien immobilier. J'avais de l'argent à placer. J'ai cherché une banque parce que les miennes ne me satisfaisaient pas. Et en poussant la porte du crédit coopératif, j'ai découvert les livrets Agir, les comptes
agir, la possibilité de partager le fruit de cette chance que j'avais de placer de l'argent avec des personnes qui en avaient besoin, de pouvoir choisir aussi, puisque pour chaque compte Agir, on a la possibilité de choisir la destination de cet argent. Et puis, donc au début, c'était dans ce sens-là. Ensuite, j'en ai tiré une certaine fierté, parce que c'était une bonne action, et on n'a pas souvent l'occasion d'en faire, en tout cas pécuniairement. Et voilà, donc maintenant, ça fait 25 ans que je suis au Crédit Coopératif, que je n'envisage pas d'en changer et que je ressens une certaine fierté, humilité quand même, mais une certaine fierté quand même d'appartenir, d'être sociétaire du Crédit Coopératif. Ouais, Jérôme, quand vous entendez le témoignage de Florence... Moi, je suis ravi pour lui, c'est dur. Mais... Ça va durer a priori. J'espère faire des mais c'est des exemples comme ça dont on a besoin, évidemment. Après, les motivations des clients sociétaires du Crédit Coopératif, elles sont extrêmement variées. En fait, évidemment qu'on a, contrairement peut-être d'ailleurs à l'image qu'on véhicule de nous, on a des clients extrêmement différents. Des particuliers qui ont fait votre choix, mais ou alors des dirigeants associatifs qui cherchaient une résonance entre leurs engagements à eux et la banque qu'ils avaient choisie pour les accompagner, mais des dirigeants d'entreprises peut-être plus conventionnels dans leurs activités ou dans leur forme, qui ont aussi accepté d'avoir cette proximité avec le Crédit Coopératif, parce que c'est une proximité, là aussi, pour eux, qui repose sur la connaissance qu'on a de certains secteurs d'activité. Notre expertise, elle est reconnue dans le logement social depuis des dizaines d'années, à vrai dire, parce que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons participé à la reconstruction de la France. Nous avons, avec des coopératives du bâtiment et des coopératives du bois HLM, reconstruit la France, en fait. Et c'est là que date cette proximité, je dirais même cette intimité avec ce mouvement-là, à vrai dire. Donc voilà, l'enjeu dans une banque comme la nôtre, c'est parce qu'on essaie de se connaître. C'est pas le cas dans toutes les banques, quand même, d'essayer de se connaître les uns les autres, en fait. Donc parfois, c'est sûr qu'on a des débats plus ou moins animés. Par exemple, qu'on ne soit pas d'accord spontanément, mais parce qu'on essaye de se connaître, parce qu'on y arrive parfois, on arrive un peu plus à partager l'avenir et les projets de cette banque. Alors Jérôme vient nous faire un petit peu d'histoire justement sur le Crédit Coopératif. Pascal, un peu de pédagogie de votre part pour nous expliquer ce que sont véritablement les parts sociales, à quoi ça sert et pourquoi c'est important. C'est un élément fondamental d'une banque coopérative. Les parts sociales, ce sont les titres du capital de la banque. C'est ce qui constitue nos fonds propres, notre capital, ce qui nous permet d'exister, ce qui nous permet de nous développer. Pourquoi il faut avoir des fonds propres dans une banque? Ce sont des règles prudentielles qui permettent de dire que chaque fois qu'on octroie un crédit, on prend une partie de nos fonds propres que l'on affecte à ce crédit-là. Et donc, le fait que nous ayons des parts sociales, que nous ayons des fonds propres, nous permet d'être plus solides et de continuer notre développement et de continuer à prêter. C'est ce pourquoi on est très attentif aux parts sociales, qu'on est très attentif, bien évidemment, au soutien de nos coopérateurs par rapport à ça. Donc, plus on a de fonds propres, plus on peut octroyer de crédit, plus on est solide, et on est une banque qui est solide et qui continue à se développer. Donc, on sollicite bien évidemment l'ensemble de nos sociétaires pour nous accompagner, pour nous octroyer une part de leur épargne qui est affectée au Crédit Coopératif, qui est rémunérée. Il n'y a pas de spéculation sur les parts sociales. On garantit que le prix sera le même. Par contre, on rémunérera tous les ans. C'est l'Assemblée générale qui déterminera la rémunération. Et cette année, l'Assemblée générale sera sollicitée pour voter une rémunération de 2% sur ces parts sociales en rémunération des sommes qui sont octroyées à la banque pour lui permettre d'accompagner son développement, pour lui permettre d'accompagner celles et ceux qui empruntent auprès de la banque et qui portent leurs projets. Donc c'est ce à quoi servent vraiment les parts sociales et c'est pour ça que c'est un élément sur lequel on est très sensible, très attentif, sur lequel on est très surveillé et ça fait un point très régulier en conseil d'administration de voir comment se comportent nos sociétaires par rapport aux parts sociales et comment ils répondent à notre besoin. Alors, on va écouter maintenant les questions de Benoît et de Sophie qui s'interrogent justement sur le rôle du sociétaire et son avenir. Comment l'intégrer au mieux? On les écoute. Comment intégrer les sociétaires et plus particulièrement les particuliers pour qu'ils deviennent plus acteurs du crédit coopératif? Question pour vous, Jérôme et Pascal. En tant que sociétaire, c'est une question d'une sociétaire. Comment voyez-vous notre rôle dans la société de demain? Jérôme, je vous laisse répondre à Sophie et Benoît. C'est vrai que je pense que le rôle d'un sociétaire dans une banque coopérative ne va pas pouvoir rester le même dans les années qui viennent parce qu'il ne s'agit pas seulement, à mon avis, de convoquer les sociétaires chaque année en assemblée générale.
qu'elle soit d'ailleurs régionale pour nos concurrents ou nationale pour nous, en fait. Je pense que la façon dont on s'informe de la société aujourd'hui, la concurrence qui existe, font que, en fait, on est plus dépendant de la seule banque, en fait, pour être informé de ce qu'on peut faire de son argent. Et il y a des alternatives, en fait, à ce qu'on proposait nous-mêmes jusqu'ici, comme nos concurrents sont eux aussi soumis au même phénomène. Donc, je pense d'abord que le terme sociétaire doit retrouver du sens. Être sociétaire, c'est faire société, au sens littéral du terme. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reconstruise à l'intérieur du crédit coopératif une société sous plan juridique, ça c'est déjà acté avec les parts sociales, mais au-delà de ça, de faire des micro-sociétés à l'intérieur du crédit coopératif ou des communautés, tout dépend comment on veut les appeler, mais je pense qu'il faut qu'on arrive au-delà de la représentation géographique, qui est toujours nécessaire, utile, qui correspond à certains, qu'on arrive aussi à raisonner en termes d'affinité au sein du crédit coopératif, des causes qu'on va défendre ensemble, qu'on habite à Boulogne, ou à Montpellier, comme on a vu à l'instant. Je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on envisage sérieusement, parce que par ailleurs, les réseaux sociaux, avec leur qualité et leurs défauts, des structures aussi, des liens très fonctionnels, en fait, délimités sur le plan géographique, etc. Et toutes les organisations collectives, de toute façon, sont soumises à ces difficultés-là. Donc je pense qu'il faut qu'on y arrive. Et puis après, bon, ça c'est plutôt la forme, à vrai dire, mais après, il y a au-delà de ça le fond. À quoi ça sert ? Moi, je crois qu'il faut qu'on continue de creuser notre sillon sur la question de la traçabilité de l'argent et de la transparence qui va avec. Nous nous sommes engagés, il y a des dizaines d'années, auprès de déposants, des gros déposants associatifs ou entreprises, à leur dire à quoi allait servir leur argent et aussi à quoi il n'allait pas servir. Je pense que nous devons continuer à faire ça de la manière la plus professionnelle qui soit et aussi de la manière la plus démocratique qui soit. Il ne faut pas oublier que la démocratie, elle naît du consentement à l'usage de ce que l'on met en commun, en fait. C'est de là qu'est née la démocratie représentative. Et je pense que dans les coopératives, c'est notre cas, on est là pour ça aussi. Dans les limites de la réglementation, qui parfois n'est pas tout à fait en phase avec cet usage démocratique, mais néanmoins, je pense que l'intérêt pour les sociétaires du crédit coopératif, je dis bien les sociétaires, si jamais il y a des clients qui nous regardaient par hasard, des droits supplémentaires pour les sociétaires, moi j'y tiens, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Et ce consentement au fait de ce que nous faisons ensemble, je pense qu'il repose en fait sur l'engagement collectif des sociétaires. Voilà, et c'est déjà ce qu'on a commencé à faire dans notre plan stratégique qui s'appelle 100% engagé. C'est pas pour rien, 100% engagé, il n'y a pas de demi-mesure sur ce qu'on veut faire, et il n'y a pas des gens qu'on laisse sur le côté par rapport à la façon de mettre en œuvre les engagements, les collaborateurs et aussi les sociétaires. Alors en parlant d'engagement, vous êtes cliente, vous l'avez dit, depuis 25 ans. Et pour autant, vous avez pour la première fois participé à une réunion, à un conseil local, en but de l'émission à laquelle vous êtes invitée aujourd'hui. Donc c'était une première pour vous, mais c'est peut-être intéressant d'écouter votre regard justement sur cette première expérience. Oui, alors c'est vrai que ça ne m'était jamais venu à l'esprit. J'y ai été invitée en effet pour préparer l'émission, pour avoir justement une expérience de ce que c'est qu'un conseil local. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. D'abord, c'est un lieu d'échange très convivial, on s'y sent vraiment bien, franchement, quel que soit le statut qu'on ait dans la présence, enfin, quel que soit le rôle qu'on a dans ce conseil local, que ce soit client. Il y avait du personnel aussi, il y avait des dirigeants de la banque, il y avait des associations, il y avait des entreprises. Chacun avait sa place, chacun pouvait s'exprimer. Et j'ai eu la chance, je ne sais pas si c'est comme ça systématiquement, mais j'ai eu la chance que soit présente une association qui s'appelle Abri Handicap, qui avait été récompensée du prix de l'inspiration en 2023 et qui se retrouvait en difficulté. Vous parliez tout à l'heure des difficultés de trésorerie, des subventions qui n'arrivent pas toujours au bon moment. Ils avaient des besoins à exprimer. Et puis, il y avait aussi une personne qui était présidente d'une association qui venait de fermer son association parce qu'elle n'avait plus lieu de poursuivre son activité et qui, lui, disposait de fonds et chercher justement des associations à qui distribuer ces fonds. Donc forcément, ça devait passer par une espèce d'observation, il fallait vendre son projet forcément. En tout cas, cette rencontre dans le lieu du conseil local, franchement, m'a étonnée. Alors je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, ensuite, elle s'est suivie justement d'une réunion au sujet de qui va obtenir, enfin qui va candidater au prix de l'inspiration.
Et donc oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc là, finalement, c'est une réunion à l'échelle géographique, locale, Oui, et il y a tout à eu fait. une réunion affinitaire aussi, grâce à ces Exactement, deux tout associations à qui fait. étaient présentes sur place. Ouais. Un bel exemple aussi de ce qui peut se passer au sein du crédit coopératif. Eh bien, écoutez, je vous propose maintenant que l'on découvre le rayonnement du crédit coopératif autour de l'année 2025. Ça sera notre dernière partie sur les temps forts de 2025. Financer les projets pour un monde meilleur. C'était vraiment de ma gueule, vous. Mais soyez sérieux, reculez, enfin. Non, jamais, c'est impossible. Alors, le rayonnement du crédit coopératif passe donc aussi par vos filiales, BTP Bank, Ecofi, Esfin. Quelques mots sur ces filiales, Pascal ? Oui, rapidement, on les a vus dans la présentation. D'abord, BTP Bank, c'est une filiale à 90% du crédit coopératif. C'est la banque du bâtiment et des travaux publics, avec la présence à son conseil d'administration des représentants de ces mouvements-là, des représentants de la Fédération du bâtiment, des représentants des fédérations des travaux publics. Donc c'est vraiment une banque spécialisée pour accompagner au cœur des territoires partout en France, avec des femmes et des hommes qui sont sur les territoires, le financement des besoins de ces entrepreneurs. Et ce sont deux filiales. Ecofi, qui est une société de gestion de fonds actifs, avec une gamme de fonds très engagés dans les transitions, très engagés ISR, et qui aujourd'hui, sur l'ensemble de ces fonds, a environ 10 milliards d'euros d'encours. Donc c'est vraiment quelque chose de très significatif qui permet là aussi de répondre à nos enjeux. Enfin, un dernier point, c'est Esfin, qui est une société qui investit en fonds propres, en accompagnement des besoins des structures de l'économie sociale et qui, à travers différents fonds, permet de renforcer l'action des acteurs de l'économie sociale. Peut-être, Nicolas, vous souhaitiez réagir justement sur ces Tout à filiales. Tout à fait, oui. Basiliade a pu bénéficier du soutien en fonds propres et en quasi-fonds propres des Ecofi et d'Esfin Gestion. Ecofi au travers de ce qu'on appelle des billets à ordre, et puis Esfin Gestion au travers de plusieurs émissions de titres associatifs qui constituent également pour nous, associations, des quasi-fonds propres et qui nous permettent de développer des projets et d'accompagner notre croissance. Et aujourd'hui, grâce à Esfin Gestion, nous sommes en cours de construction d'un nouvel établissement médico-social à Bourg-en-Bresse sur plus de 2000 m², 41 studios PMR qui vont pouvoir accueillir dès l'automne prochain des personnes en précarité et malades. Donc pour nous, c'est un vrai soutien, une association très concret. Très concret. En tant qu'association, on a peu de moyens de développer nos fonds propres. Et c'est vrai que Esfin Gestion et Ecofi ont toujours été des partenaires présents et fidèles dans notre développement. Et j'ajoute que grâce à Esfin Gestion, on a pu également mettre en place une démarche de calcul de notre bilan carbone et de plan d'action de réduction de notre bilan carbone au travers d'un partenaire qui nous a été présenté par Esfin Gestion, qui s'appelle Carbon Cutter, et qui est, voilà, on est en cours de travail sur ce sujet. Donc très vertueux. Alors, très vertueux et en totale adéquation avec nos valeurs et nos missions. Très bien. Merci Nicolas pour ce témoignage. Alors, si on regarde dans le rétroviseur, on a parlé des valeurs, de l'engagement, du rôle des sociétaires, mais évidemment, il faut parler des chiffres de 2025, des chiffres financiers, et nous vous proposons de les découvrir à travers cette vidéo.
Alors, on en a parlé au tout début de l'émission, hein, le contexte est compliqué, la conjoncture est instable, et malgré cela, on vient de le voir dans cette vidéo, Pascal Bouillet, des chiffres qui sont plutôt bons pour le crédit coopératif. Comment vous pouvez l'expliquer? Bon, on peut s'en réjouir, mais également, comment peut-on l'expliquer alors? C'est effectivement des bons résultats sur cette année 2025 qui s'expliquent, si je fais très simple, par le fait qu'on a conduit les projets qu'on avait prévu de mener et qu'ils donnent des premiers résultats et qu'on a fait notre métier de banquier et qu'on l'a délivré. Si on regarde les premiers chiffres qui vous ont été présentés, quand j'y fais notre métier de banquier, c'est prêter de l'argent à nos parties prenantes, à celles et ceux qui poursuivent leurs projets, qu'on accompagne dans les transitions, dans leur développement, pour l'ensemble de leurs projets. C'est 2,9 milliards d'euros qui auront été octroyés en 2025. 2,9 milliards d'euros. Il est évident que ces 2,9 milliards d'euros, ils ont contribué à renforcer le résultat du crédit coopératif. C'est un point important, c'est comme ça aussi qu'on fait notre métier et qu'on génère des commissions en développant des expertises, en faisant en sorte que nous ayons une relation de banquier de premier cercle auprès de chacun de ses clients et que nous soyons vraiment le banquier de référence de plus en plus de clients pour asseoir, affirmer, pérenniser la relation avec chacun de ses clients. On a aussi une action de conquête, on l'a eu sur nos clients en travaillant de plus en plus avec des clients de taille de plus en plus importante, là aussi pour développer notre expertise et faire en sorte que pour chacun de nos chargés de clientèle, ce soit des relations qui permettent d'avoir une relation plus proche, plus forte, plus créatrice de valeur et je pense que c'est un point important. C'est un niveau de charge, donc on a des produits, on a des charges, c'est les charges salariales, c'est les charges de fonctionnement qui ont été contenues autour de 300 millions d'euros et l'ensemble nous a permis de dégager un résultat de bonne facture. Parallèlement à ça, vous savez ce qui est important dans la banque, c'est le niveau de risque. Est-ce que nos crédits sont bien remboursés? Est-ce qu'il faut qu'on mette des provisions? Est-ce qu'on a des pertes? Et nous avons eu, dans un environnement qui, on l'a vu, était assez difficile, un niveau de risque qui correspond au budget que nous avions eu lors d'une quarantaine de millions d'euros. Et l'ensemble de ces facteurs-là, la gestion que nous avons eue, le développement que nous avons porté, nous permet de dégager un résultat de 56,6 millions d'euros, qui est effectivement un bon niveau de résultat, qui nous permet de renforcer notre action, qui nous permet, on l'a vu tout à l'heure, de renforcer nos fonds propres et de proposer à l'Assemblée générale d'avoir une rémunération des parts sociales au niveau de 2%. Je crois que c'est un point important. Je prends sous la réserve, c'est aussi de dire, et je le dis pour les femmes et les hommes qui travaillent au quotidien dans la banque, ça a permis de délivrer un intéressement et une participation qui est le double de celle de l'année dernière. Donc chacun est intéressé au partage de la valeur. Et dans cet environnement, nous avons eu le plaisir d'avoir une certification Great Place to Work sur la première année. Donc on s'accorde à faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes aient bien évidemment les fruits de cette création de valeur. Nicolas, vous aviez une question à poser pour la suite. Oui. D'abord, félicitations et bravo pour ces bons résultats. Est-ce que ces résultats vous permettent d'aborder sereinement vos investissements dans les systèmes d'information qui sont évidemment au cœur de vos métiers aujourd'hui et dans la relation avec vos clients? Alors, merci parce que quelque part, la banque, c'est assez simple. C'est des femmes et des hommes et de l'informatique. Non mais, et c'est les femmes et les hommes qui dans la relation au quotidien font la qualité de la relation et c'est l'outil informatique qui fait la qualité des prestations qui nous permet d'exécuter le mieux possible l'ensemble des opérations bancaires. Et oui, on investit massivement dans nos outils, on le fait à deux niveaux. On le fait avec le groupe BPCE dont nous partageons l'outil informatique pour développer de nouveaux produits, lutter contre la fraude, répondre aux évolutions réglementaires. Et on le fait aussi à titre propre pour le crédit coopératif pour affirmer nos spécificités, en développant des réponses par exemple pour les tutelles, en proposant des produits différents, en intégrant par exemple nos marques et en faisant en sorte qu'elles soient présentes. Je pense par exemple aux produits de partage, faire en sorte que toutes nos spécificités soient bien intégrées dans nos systèmes d'information. C'est aussi beaucoup d'investissement dans l'intelligence artificielle, on y viendra je crois tout à l'heure, pour répondre aux sujets de fraude. Et l'ensemble de ces sujets, c'est un peu plus d'une trentaine de millions d'euros tous les ans que nous affectons à notre outil informatique. Merci. Vous, Florence, vous avez une question. Vous aimeriez savoir si le crédit coopératif pourrait même aller encore plus loin finalement dans... Oui, parce que en montrant qu'une banque sur un autre modèle peut être non seulement viable, mais même bénéficiaire, on peut se demander si on peut aussi influencer les autres banques, les législateurs, peut-être même les politiques publiques. Donc est-ce que vous pensez que le crédit coopératif a cette facilité, ces aptitudes? Écoutez,
Nous existons depuis plus de 130 ans maintenant. C'est-à-dire quand même qu'on est bien installé dans le paysage bancaire. Et d'ailleurs, nos amis des banques coopératives le sont à peu près depuis la même date que nous. Donc, et je le disais tout à l'heure, nous avons créé en France l'activité de banque de détail. Et c'est pour ça qu'en France, la banque, telle que nous la connaissons, nous, en fait, elle est d'abord incarnée par des banques coopératives. Je ne dirais pas que le régulateur soit spontanément tourné vers le modèle coopératif. Ce n'est pas sa référence immédiate. C'est comme ça qu'il y a plutôt tendance à penser que la gouvernance d'une banque doit plutôt en fait, être placée entre les mains de gens dont le métier, c'est de manier les chiffres. Quoique aujourd'hui, c'est manier aussi un peu l'informatique, comme disait Pascal à l'instant. Moi, je crois, et heureusement que je ne suis pas tout seul à le croire, d'ailleurs Pascal le pense aussi, qu'il faut que la gouvernance de l'argent, en général, ne soit pas réservée aux spécialistes de l'argent. Et que les métiers financiers ne doivent pas être seulement ceux qui dirigent aux destinées d'une banque, et a fortiori lorsqu'elle est coopérative et que son capital appartient dans les conditions que j'évoquais à ses sociétaires. C'est un combat qui n'est pas que français. On a en Europe d'autres pays où la banque coopérative a de l'importance, ailleurs dans le monde aussi. Donc il faut qu'on arrive à faire comprendre aux régulateurs qu'on peut faire confiance à des gens qui s'engagent, qui prennent des responsabilités, voire qui accèdent au conseil d'administration. Et il n'est jamais trop tard dans la vie pour se former. Même chez le régulateur, il y a des gens qui se forment toute leur vie. Donc pourquoi pas dans une banque comme la nôtre, en fait. Donc c'est ce qu'on essaye de faire émerger des gens au conseil d'administration. Il n'y a quasiment pas de gens, quelques personnes, qui ont fait, mais pas plus, leur carrière professionnelle dans le monde de la finance. Et pas vraiment dans le monde de la banque, à vrai dire, la plupart du temps. Donc nous essayons de faire progresser les gens. C'est mon cas aussi, d'ailleurs, ce n'est pas mon métier que d'être banquier à l'origine. Donc nous essayons de faire progresser les gens, et je pense un exercice qui est sain pour une société, peut-être même pour une démocratie. Alors messieurs, on a 3 dernières questions qui vous sont adressées par des sociétaires qui sont sur des sujets assez variés. Vous y répondrez en format court, juste après. La question que j'aimerais poser, c'est quel est, à un horizon de 5 ans, l'impact de l'IA et surtout de l'IA générative au niveau de notre groupe Crédit Coopératif? Dans le cadre géopolitique actuel très compliqué, comment le Crédit Coopératif va réagir à toutes les ingérences et les influences extérieures et intérieures en termes d'économie? Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Si on allait encore plus loin maintenant, quelle belle surprise peut-être aurons-nous du Crédit Coopératif dans les mois et les années qui viennent pour aller encore plus loin dans le sens de l'initiative au service du bien commun? Pascal, je vous laisse répondre à la question de Christian, peut-être sur l'intelligence artificielle. Nicolas est également intéressé par cette question. On en a dit un mot tout à l'heure. C'est vrai que l'intelligence artificielle va bouleverser, elle va changer un peu nos métiers. Regardons les sujets des points d'attention. Les points d'attention, c'est bien évidemment l'empreinte carbone. De quelle manière ça a un impact carbone et comment on le fait. C'est les risques que ça opère sur nous. C'est typiquement la facilité que ça va opérer pour faire des fraudes, pour faire des faux documents, pour avoir tous ces sujets-là. Et face à cela, on doit répondre. On doit répondre avec par exemple des outils d'intelligence artificielle qui analysent en temps réel toutes les transactions, qui permettent de détecter les fraudes. Et ça, on a des gros investissements là-dedans. On a des investissements dans la détection de fraude sur les documents. On investit de manière importante. C'est aussi d'accompagner nos conseillers pour répondre plus rapidement, plus efficacement sur les demandes de nos clients. Je pense typiquement sur les bilans des entreprises, être capable d'avoir une première analyse qui permet d'aller plus vite. C'est aussi de passer en langage vocal. Quand vous parlez aujourd'hui à votre téléphone, il vous comprend. Vous ne parlez pas encore à votre application bancaire. Comment demain, vous pouvez poser une question à votre application bancaire, elle va la comprendre et elle va vous apporter une réponse. Donc c'est ce que l'on va voir progressivement qui va se mettre en place et je crois que c'est un point important. On le fera progressivement avec attention pour accompagner les femmes et les hommes qui au quotidien sont concernés dans les agences et bien évidemment être attentifs aux besoins de nos clients. Le deuxième, je crois que c'est sur les sujets géopolitiques. Oui, je vais commencer, peut-être que Jérôme complétera. On est là depuis 130 ans. On est là depuis 130 ans et on revendique d'être la banque de la finance patiente. Je crois que c'est un point important. Bien évidemment que les sujets géopolitiques, ils nous bouleversent, ils bouleversent nos clients. On l'a vu en introduction avec les risques d'inflation, avec les mouvements sur les taux, avec la manière dont ça perturbe les équilibres économiques et les approvisionnements. Face à cela, je crois qu'on doit faire notre métier. On a un plan stratégique qui renforce nos fondamentaux, notre proximité avec notre client,
notre modèle coopératif, la manière dont on finance et dont on accompagne. On est vigilant à notre risque et je crois que c'est de cette manière-là qu'on pourra apporter une réponse en ayant la vraie connaissance, la vraie proximité. Et je crois que c'est le message que je passe en permanence aux équipes du Crédit Coopératif dans ces périodes de difficulté. Soyez toujours plus proches de plus en plus de clients. Je crois que l'écoute des besoins de nos clients doit être encore renforcée face à ces incertitudes. La proximité, donc oui. Vous vouliez compléter, Jérôme, ou on passe à la troisième question qui vous était réservée? Je vais embarquer tout ça. D'accord. Seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Oui. C'est pas de Stéphane, hein, mais pour faire le lien à ce que disait Pascal à l'instant, en fait, nous existons, Pascal l'a dit, depuis plus de 130 ans, et d'ailleurs, de manière générale, le mouvement coopératif, sous toutes ses formes, quelles que soient les activités des coopératives, il existe depuis environ 150 ans, un peu plus, parce qu'il est né dans la révolution industrielle, par ceux qui avaient besoin d'exister dans cette révolution industrielle, ou parfois de limiter les conséquences sur eux, ou sur elles. Et donc en fait, on a survécu à tout ça, on s'est transformé en fait depuis 130 ans. On n'est pas les mêmes évidemment qu'il y a 130 ans, donc on va continuer à devoir se transformer. Par contre, il y a un élément peut-être qui est plus civilisationnel, ce qui a été évoqué par ailleurs avec l'intelligence artificielle. En tout cas, le poids de la technologie dans nos vies n'est pas le même évidemment que ce qu'il était au début de la révolution industrielle. Donc comment on est une coopérative, a fortiori dans les métiers financiers comme le crédit coopératif, dans un monde qui a déjà commencé à changer, mais qui va changer, et peut-être même de plus en plus vite. Et c'est pour ça qu'après, je réponds à Stéphane, du coup. Moi, je n'opposerai pas les deux, aller vite ou aller loin. Je pense qu'on peut aller vite, enfin, on doit même aller vite, parce que la concurrence, elle n'est pas du tout de même nature que ce qu'elle était jusqu'à présent, en fait. Et d'ailleurs, on a beaucoup de concurrents qui se présentent comme des banques, parce qu'elle l'évoquait tout à l'heure, qui ne sont pas des banques. Ce qui veut dire qu'ils ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu que nous, en fait. Et ça, c'est un vrai problème pour la suite, et qui rejoint d'ailleurs la question du régulateur par rapport à nos modèles, pas qu'aux d'autres, à vrai dire. C'est qu'en fait, on prétend faire le même métier, gérer de l'argent, mais pas du tout avec les mêmes règles et les mêmes contraintes. Ça risque d'être un problème. Donc il faut quand même aller vite sur les questions de transformation. Ce n'est pas la question de les faire seuls ou collectivement, c'est mieux de les faire collectivement, on va dire. Mais enfin bon, en tout cas, il ne faut pas s'empêcher d'aller aussi vite que la concurrence. C'est ce qu'on essaie de faire dans le cadre du groupe BPCE, par ailleurs, sur les investissements technologiques. Puis évidemment qu'il faut le faire ensemble, parce qu'en fait, la seule façon de continuer à creuser un sillon qui soit mobilisateur, dans lequel on entraîne des gens, c'est d'être fidèle aussi à son histoire. Et ça, c'est stratégique, pour le coup, de ne jamais oublier d'où l'on vient, de continuer à enfoncer ses racines dans le sol autant que possible, et parce qu'on a aussi un objectif auquel on tient, et qu'on va devoir lui aussi réinventer au fur et à mesure. On n'aura pas, dans 20 ans, la même définition du crédit coopératif, je pense, que celle dont on débat en ce moment, parce qu'on aura d'ici là changé. Et je pense que le crédit coopératif, si on voit loin, comme Stéphane nous y invite, c'est précisément un autre crédit coopératif qui restera toujours un organisme financier qui fait du crédit grâce à des dépôts, utilisé intelligemment et collectivement, et coopératif, parce que sa forme juridique, je pense, j'espère qu'elle n'aura pas changé, et encore moins son état d'esprit. Eh bien maintenant, je vous propose qu'on s'intéresse concrètement à l'Assemblée générale du 28 mai qui vous attend. Alors, je vous le disais en début d'émission, plusieurs dates sont à retenir. Donc, le jeudi 28 mai, c'est la date de l'Assemblée générale qui a lieu au Trianon à Paris, dans le 18e arrondissement, de 14h à 16h. C'est donc l'occasion pour vous d'exercer votre droit de vote. Ce droit de vote, vous pouvez l'exercer de plusieurs manières. Soit vous nous faites parvenir un courrier et seront pris en compte les votes qui arriveront jusqu'au lundi 25 mai. Voilà, vous utilisez l'enveloppe T et le bulletin de vote qui vous ont été adressés. Vous n'omettez pas de dater et de signer. Et donc, pris en compte les votes qui arriveront jusqu'au lundi 25 mai. Par Internet, vous pouvez également voter. Et ce, c'est jusqu'au mercredi 27 mai à 15h, donc la veille de l'Assemblée générale. Si vous êtes comme Nicolas Bonlieu, une personne morale, eh bien, vous pouvez voter depuis le site de vote en ligne sécurisé. Vous pouvez utiliser le QR code qui est ici à l'écran. Et puis pour les particuliers comme Florence, vous pouvez vous connecter sur votre espace sécurisé du crédit coopératif, votre espace sécurisé habituel. Et là, vous avez aussi un accès direct au site de vote. Et puis le QR code est également disponible. Jérôme, pourquoi voter? Est-ce que vous pouvez nous le rappeler en 2 mots? Parce qu'il s'agit de l'utilisation de notre argent.
Ça vous va comme réponse? Très bien. Mais non, mais c'est déjà c'est le modèle coopératif. C'est voilà. déjà une bonne réponse, je pense, utile en tout cas, j'imagine. Mais non, parce que voilà, on est une coopérative dans laquelle on a déposé de l'argent. Donc la question, c'est de savoir à quoi il va servir demain et à quoi il a servi aussi, si on revient un peu sur l'année qui vient de s'écouler. Donc moi, en tant que président du conseil d'administration, je rends des comptes à l'Assemblée générale avec le directeur général pour dire ce qui s'est passé dans notre société et nous proposons des pistes pour la suite. Alors évidemment, c'est encadré par la réglementation. C'est le conseil d'administration qui propose ces résolutions qu'on va détailler dans quelques instants à l'Assemblée générale et vous allez être invité à valider ces choix, éventuellement à les refuser. C'est votre droit, en tout cas de le dire individuellement au moment où on se parle. Et donc surtout allez voter parce que nous avons besoin d'une grande participation. Pour des raisons juridiques, objectivement, parce qu'on a des modifications statutaires, donc ça veut dire qu'il faut qu'on dépasse les 25% de quorum, c'est-à-dire 25% des parts sociales de la banque doivent s'exprimer dans le cadre de l'Assemblée générale pour que les modifications statutaires soient valides. Et puis au-delà de ça, parce que c'est fait plus plaisir que vous soyez nombreux à participer pour montrer que vous êtes attachés à la vie coopérative dans notre établissement. Alors ces résolutions présentées à l'Assemblée générale, quelles sont-elles? Sans forcément rentrer dans le détail, mais en mettant peut-être l'accent sur ce qui est le plus important. Oui, je ne vais pas lire toutes les résolutions que vous avez de toute façon sous les yeux, je crois, hein, si je comprends bien le principe de l'émission. Donc vous avez l'approbation des comptes, on vous a donné les chiffres tout à l'heure, l'exercice juridique est de les valider, si possible, parce que sinon ce serait un petit problème quand même. Dans ces comptes-là, il est prévu justement que nous fixions ensuite la rémunération des parts sociales, parce qu'elle a évoqué la proposition du conseil d'administration qui est de fixer à 2% la rémunération de ces parts sociales. C'est moins que serait rémunérée une action. Mais en revanche, c'est adapté à ce qu'est la nature juridique d'une part sociale, au fait qu'elle n'est pas négociable, que sa valeur ne change jamais par ailleurs. Évidemment que nos commissaires aux comptes vous éclaireront de leur avis, et j'espère bien qu'il sera positif, mais je sais qu'il l'est déjà, à vrai dire. Nous avons fixé aussi, c'est toujours un moment de débat délicat, qui décide des explications, le montant des indemnités compensatrices versées au membre du conseil d'administration et au président pour l'administration de la coopérative. Je rappelle que l'administration de la coopérative, via le conseil et la présidence, ce ne sont que des sociétaires qui sont habilités à le faire. Et puis, il y a aussi la rémunération du directeur général qui fait l'objet. On est, je crois, la seule banque à le faire dans cet exercice de transparence, a posteriori a posteriori, pardon. Donc, on rend compte à l'Assemblée générale de ce qui a été fait à ce titre-là, et donc de l'emploi de l'argent. Et puis nous aurons une deuxième partie de résolution extraordinaire oui. Qui correspond à l'AG extraordinaire. C'est quand on modifie les statuts. Nous avons des modifications relatives au conseil d'administration et en particulier aux administrateurs qui représentent les salariés. Nous avons 22 administrateurs du Crédit Coopératif, 18 sont élus par l'Assemblée générale et 4 sont élus par les salariés. C'est d'ailleurs le maximum que la réglementation nous permet de faire, et je pense qu'on est parmi les rares sociétés à être à ce niveau-là. Les statuts doivent être modifiés parce que au 1er janvier 2027, il faut que la parité compte aussi pour les administrateurs représentant les salariés. Donc on va vous faire voter une modification d'ordre technique permettant de respecter la parité. Et puis après, ce sont des modifications extrêmement techniques sur la façon de conduire les assemblées générales. Très bien, merci beaucoup Jérôme. Florence, Nicolas, vous irez voter? Avec plaisir, bien sûr, c'est important. Bien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas, faites vivre la vie coopérative. Votez et faites voter. Je vous rappelle les dates par courrier. C'est jusqu'au 25 mai pour la réception de votre enveloppe T. Et par Internet, vous avez jusqu'au 27 mai à 15h. Et vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà voter maintenant en flashant le QR code qui apparaît sur votre écran. Merci d'avoir été avec nous. Merci Pascal Pouillet. Merci beaucoup. Merci Jérôme Sadier. Merci. Florence et Nicolas, c'était un plaisir de vous avoir aussi avec nous aujourd'hui. Merci. Très bonne fin de journée.